L'un des aboutissements de notre galerie, c'est de présenter cet ensemble d'œuvres nouveau-réalistes. Rendre hommage à ces artistes, c'est extrêmement important puisque dès nos débuts, rue de Seine en 1990, à une époque où ces artistes évoluaient dans un relatif vide critique, nous avons manifesté notre désir de montrer leurs œuvres, de les représenter, de les exposer sur des foires à une époque où notre génération était très insensible à leur travail. Et puis nous avons organisé dès 1997, à l'occasion de la sortie du livre de Catherine Framblin aux éditions du Regard, notre première expo sur ce mouvement. Nous sommes donc 24 ans après et c'est la seconde fois, avec cette fois-ci, effectivement, l'édition d'un livre que Marianne Lemétayer a coordonné et qui espère devenir un des livres de référence autour de ce mouvement, un ouvrage de plus de 300 pages qui recense aussi bien des textes critiques, des documents d'époque et bien évidemment une sélection d'œuvres plus large que celle de notre galerie qui correspond à ce que nous avons exposé et vendu dans des grandes institutions ou dans des grandes collections depuis plus de 25 ans. Alors le nouveau réalisme démarre le 27 octobre 1960 à 11h du matin rue Campagne Première. Nouveau réalisme égale nouvelles approches perceptives du réel, c'est la phrase de Pierre Restany, c'est le titre de notre exposition et ça marque d'une certaine façon le sens politique qui était le sien, c'est-à-dire comment rapprocher des artistes aussi différents qu'un peintre mystique tel que Yves Klein, un accumulateur tel qu'Armand avec ses poubelles ou ses accumulations de masques à gaz, les natures mortes de Spohéry, les affiches de Villeglé et de Rémoins. Pierre Restany parvient à donner naissance à une avant-garde française qui finalement se constitue parallèlement à celle du pop art aux États-Unis. Et dans cette expo, nous avons eu à cœur, le catalogue en témoigne davantage, de montrer ce qu'avaient été les jalons de ce mouvement. Et je pense en particulier finalement à ce qui a été une des premières pièces nouveau-réalistes, M, de Jacques Villeglé et Raymond Hins. Il faut imaginer qu'en 1949, la seconde école de Paris, l'abstraction lyrique, peine encore à s'affirmer, et que ces deux artistes bretons de 23 ans décident de réaliser une œuvre avec les affiches prélevées dans l'espace public, c'est-à-dire de faire entrer la rue dans le salon. En fait, peut-être que le point commun de tous ces artistes, c'est de sortir de l'atelier. Parmi les 13 artistes que compose ce mouvement, j'ai toujours eu une grande tendresse et une grande admiration pour Armand. On a la chance, dans cette exposition, de présenter une de ses deux premières poubelles et cette magnifique accumulation de masques à gaz qui, par bien des côtés, rappelle une situation actuelle. La poubelle que nous présentons s'intitule « Déchets bourgeois ». Elle a un second titre, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, d'après Victor Hugo. Et effectivement, elle place Armand dans une position d'apôtre des avant-gardes. Armand n'a rien d'un artiste écologique, mais il a tout de suite compris que l'explosion de la société de consommation avait effectivement un corollaire qui était l'obsolescence rapide des objets, qui se manifeste en grande partie par les objets usagés que nous trouvons dans les accumulations, mais qui évidemment se trouve aussi par l'accumulation de déchets. Certaines œuvres échappent à leur créateur et celle-ci en fait partie. Mais c'est une œuvre qui aujourd'hui a toujours un sens et il me semble que c'est le cas de nombreuses pièces des nouveaux réalistes et c'est ce qui constitue l'actualité de ce mouvement et le fait que dès notre origine nous avons voulu travailler avec ces artistes-là. Daniel Spohéry commence les tableaux pièges entre 1959 et 1960, c'est-à-dire que c'est une réalité figée, une nature morte revisitée en quelque sorte. Cette pièce date de 63, mais elle vient d'une expo mythique, entre guillemets, dont les menus sont reproduits d'ailleurs au catalogue, puisque c'est l'expo de la Galerie J. Et pour la première fois, les gens dînaient le soir du vernissage, et c'est leur reste, c'est leur repas qui faisait office d'œuvre dans l'exposition. Quand je regarde des œuvres telles que celle-ci, et au même niveau que la poubelle, je discerne à la fois une audace, mais aussi un regard porté sur les œuvres qui va au-delà de leur simple apparence formelle, mais qui discerne aussi une part de psychologie liée au consommateur, à la façon de représenter des comportements. Et encore une fois, je pense que les nouveaux réalistes, de ce point de vue-là, sont très en avance sur beaucoup de leurs contemporains. Dans cette même logique, puisqu'on parlait d'abstraction, on a ici deux œuvres de Jacques Villeglé et de Raymond Hins. Dans le cadre de Villeglé, c'est assez intéressant, les espaces publicitaires n'étaient pas loués en permanence, et quand ils n'étaient pas loués, les propriétaires de ces espaces les recouvraient d'une surface monochrome, des clins sans le savoir en quelque sorte. Et évidemment, lorsque le lacérateur anonyme lacérait une affiche monochrome, il créait, entre guillemets, une forme d'abstraction lyrique. Et les espaces libres étant plutôt rares, il est extrêmement rare de voir ce type d'affiche qui s'inclut d'une certaine façon, sans le vouloir, au sein des courants informels de cette époque-là, tout comme la
la tôle de Raymond Hins. Rappelons que très souvent, Raymond récupérait ces vieilles tôles usagées et inutilisables chez des marchands de tôle, et que donc cette polychromie magnifique, cette composition de cette pièce, cette espèce d'archéologie du présent, n'est liée qu'au hasard du temps, des passants, des intempéries, qui ont sculpté d'une certaine façon cette chose qui ne peut être faite que par l'aléatoire. Et c'est ce qui me paraît extrêmement intéressant avec ces artistes, c'est que effectivement cette idée de la peinture peut être présente, mais la réalisation de cette peinture en tout cas est totalement nouvelle et intéressante. À côté, évidemment, on doit évoquer Rotella, qui débute un petit peu plus tard que Hins Vilglé, en 1955, avec lui aussi des dessous d'affiches relativement proches de ceux de Dufresne, et un certain nombre de pièces plus composées cependant que celles de Vilglé et de Hins, mais qui trouvent réellement sa voie entre 62 et 63 avec Cinecittà. Et bien évidemment, il y a des archétypes, et celui-ci est particulièrement intéressant quand on sait de quelle façon Marilyn, comme d'autres objets de consommation, ont été iconisés par les pop américains. La Marilyn qui est présente ici présente certes tous les attributs de l'icône, mais elle est partiellement lacérée et elle est associée à une autre icône qui est Bambi. Et c'est toute la magie des affiches lacérées par des passants anonymes, c'est effectivement de rapprocher les contraires et de créer des espèces de contrastes simultanés qui ne sont pas ceux de Delaunay, mais qui sont extrêmement intéressants à observer par rapport à ce que la société peut produire. En termes de production de la société, on doit évidemment évoquer le cas assez extraordinaire de César, un artiste né à la Belle de Mai. Évidemment, un artiste est souvent soumis à sa condition. César n'a pas les moyens de faire de la terre cuite, et donc il va utiliser des morceaux de ferraille. Ces morceaux de ferraille, on en a ici un des premiers exemples, entre guillemets, modernistes. La Grande Duchesse a ceci de particulier qu'effectivement, elle s'émancipe. Cette pièce est magnifiquement réalisée, mais ce n'est plus le sujet. Par ailleurs, elle introduit, et c'est une des premières fois, des éléments externes, des bouts de moteur, de bobines, des éléments de tuyaux coupés. Finalement, cette pièce devient une composition à part entière. Elle quitte le monde du classicisme tel que César l'a conçu, et elle est un des jalons qui va le mener à la modernité. En 1960 apparaissent les premières presses américaines à Gennevilliers. Et César donc est confronté pour la première fois à ces blocs de matière tels qu'il les appelait, que sont les compressions de voitures. Cette espèce de magie qui fait que d'une voiture, en quelques minutes, on passe à un bloc. Et pour César, sculpteur, ces blocs sont des condensés de matière. Elles ont des lignes de tension. Elles rejoignent finalement son vocabulaire classique. Et c'est tout le génie de César, de savoir s'approprier des matériaux extrêmement différents de ce qui lui a été appris, de savoir s'émanciper de ce qui lui a été appris, tout en l'adaptant à des structures nouvelles et à des formes nouvelles susceptibles d'enrichir son travail. Niki de Saint-Phal arrive un petit peu plus tard. Jacques Vilglé s'occupe de la section nouveau réaliste du salon Comparaison. Et Niki de Saint-Phal, à cette époque-là, a un problème avec un séducteur impénitent dont elle cherche à exorciser la relation. Elle fabrique donc chez elle un petit assemblage comme elle les faisait, avec une chemise qu'elle a volée à cet amant envahissant, met une cible à la place de la tête et commence à tirer avec des fléchettes dans son atelier. Tinguely Spoeri voit ça, trouve la pièce magnifique, lui disent qu'elle devrait venir exposer avec eux au salon. Et Jacques dit c'est pas trop grand, c'est interactif, c'est nouveau réaliste. Voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est passé, au dire même de Jacques. Et la voilà donc présente dans la salle nouveau réaliste du salon Comparaison. À côté d'elle se trouve une grande pièce en épaisseur d'un artiste un peu oublié hollandais, Bram Bogart. Et en voyant cette pièce, elle dit à Tinguely, je voudrais faire saigner cette peinture. Et voilà qu'elle va chercher immédiatement des carabines, des éléments divers et variés qui lui permettraient de réaliser son œuvre. Et très rapidement, elle commence cette série extraordinaire des tirs et va devenir, en quelques mois, une artiste de dimension internationale. Tout démarre là, avec ces quelques fléchettes sur cet amant envahissant. Parmi les différentes expériences d'Yves Klein, parmi celles qui me semblent extrêmement remarquables et qui reprennent cette logique de peinture sans en utiliser les moyens classiques, il y a bien évidemment les feux, c'est-à-dire des œuvres réalisées à l'aide de chalumeaux. Alors celles-ci ont été faites de différentes façons, elles ont repris une part du vocabulaire de Klein lorsqu'il a fait un peu plus tard des feux anthropométriques, c'est-à-dire qu'il humidifiait des femmes qui s'appuyaient sur des feuilles de papier et de fait, quand il se servit du chalumeau sur les feuilles de papier, les parties humides étaient moins foncées que les autres. C'est un peu l'inverse qui se produit ici. D'abord, ce feu est anthropométrique, mais bien évidemment, vu son format, n'est pas l'empreinte d'une femme. Il est un des tout premiers feux que Klein a réalisé à cette époque-là, et on a retrouvé, c'est aussi extrêmement intéressant, l'archive où on le voit en train de le réaliser. Tinguely est donc un des
protagoniste suisse de ce mouvement avec Daniel Spröry. Il démarre dans les années 50 avec des œuvres géométriques en mouvement. Il s'agit d'œuvres réalisées à partir d'éléments de métal découpés, animés par un moteur et des bobines au dos, toutes de tailles différentes, reliées par des courroies, ce qui leur permet, et c'est très important pour Tinguely, de ne jamais se répéter. Le mouvement n'est pas aléatoire, mais il n'est pas répétitif. Elle est un des premiers reliefs métamécaniques réalisés par l'artiste. Elle s'apparente effectivement à une infinité de compositions abstraites rassemblées en une seule œuvre, dans la mesure où l'absence de répétition est d'une certaine façon la marque de fabrique et aussi la part d'ironie qui a toujours caractérisé cet artiste. D'une façon un petit peu différente, on a également une pièce de 1960. C'est toujours étonnant que 3 bouts de ferraille trouvés dans une recharge, une paire de chaussures ramassées et un vieux moteur finalement parviennent à, je trouve en tout cas, à une telle poésie. Et une des qualités de cet artiste, comme de beaucoup d'autres artistes qui sont ici, c'est finalement que vous avez des pièces extrêmement spectaculaires, mais dont pratiquement aucune ne nécessite une forte production. Martial Reyes, c'est un des artistes qui a eu quelques difficultés à s'intégrer au groupe des nouveaux réalistes. Les affichistes n'en voulaient pas, ils trouvaient que c'était un peu surréaliste. Cependant, c'était un artiste absolument remarquable, un des premiers à avoir compris ce qu'allait devenir le produit dérivé, dans cette espèce de fulgurance qu'il a eue peu ou prou entre 1961 et 1965, et même un peu au-delà. Par la suite, on peut apprécier son travail, mais il n'est plus totalement nouveau réaliste. D'ailleurs, l'a-t-il jamais été? Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'effectivement, il a un regard sur la peinture. Ce tableau est un petit peu plus classique, mais il m'intéresse énormément parce que quand on a vu la suite de la carrière de Reyes, on voit à quel point la peinture a pris pour lui une grande importance. Effectivement, il se frotte ici au douanier Rousseau, mais aussi à la peinture française 17e, avec ce ciel nuageux si classique. Le sujet, c'est l'horreur. Le tableau s'intitule « Et voici à nouveau l'horreur ». Seulement voilà, évidemment, on est dans une dimension ironique du tableau. On est dans une quasi-archétype de formules picturales mises bout à bout et côte à côte. Et de tout cela, il ressort, bien sûr, un vrai regard porté sur la peinture, une volonté de s'y prêter lui-même, mais aussi un second degré qui faisait toute la caractéristique et la force de cet artiste à cette époque-là. Un des premiers storefronts de Christo, des pièces tout à fait intéressantes et assez difficiles à discerner puisque Christo parle relativement peu de son travail, exprime relativement peu de messages les concernant, bien sûr que l'oblitération de l'objet en fait partie intégrante et que ça a démarré avec les objets emballés. Bien sûr qu'il s'agit de cacher ce qu'on ne peut voir, entre guillemets. Catherine Millet, toutefois, m'a donné une interprétation que j'ai trouvée très intéressante. Elle est à prendre avec des pincettes, elle-même m'a indiqué qu'elle n'en était pas sûre. Qu'elle avait lu à l'époque où, avec Flammarion, Art Press avait publié un livre sur l'artiste, qu'à Sofia, lors de défilés officiels, on cachait les vitrines pour cacher qu'il n'y avait rien à voir à l'intérieur. Finalement, c'est assez intéressant qu'on cache ce qui n'existe pas. Et ces storefronts font donc vrai ou pas. Pensez à ce type d'expérience. Ils ont été montrés pour la première fois en 1964 chez Léo Castelli, et c'est précisément la date de cette pièce. Alors tout aussi intéressant et curieux, Gérard Deschamps. Gérard Deschamps a adapté souvent avec des tissus le devenir pictural de son œuvre. On a donc ici une magnifique pièce de 1963, Trademark, qui effectivement sont des coulées de tissus entre guillemets et manifestent d'une certaine façon ce que peut être une combinaison à la fois entre la peinture et l'accumulation telle que lui l'a conçue à travers ces objets publicitaires qui sont des anciennes bannières commerciales. Et puis on a cette expérience tout à fait étonnante de cet artiste qui part à la guerre d'Algérie, mais qui tire de cette expérience l'appropriation extraordinaire d'objets militaires qui va être la sienne. Et je trouve tout à fait remarquable que d'une expérience telle que la guerre d'Algérie, on tire non pas la violence d'un geste, mais en l'occurrence ce monochrome rose fuchsia, qui en fait sont des bâches de signalisation de l'armée réalisées pour baliser des aéroports de fortune, et qui, réutilisés entre guillemets par Gérard Deschamps, deviennent de magnifiques monochromes, tout comme la plaque en métal, c'est à la fois une expérience militaire et un fontana préfiguré par le travail de Gérard Deschamps. Donc en fait, on a en face de soi des essais de perforation. Il faut juste imaginer tout de même que c'est un militaire qui va faire la guerre d'Algérie, qui vit une expérience traumatisante et qui sort de cela des œuvres d'art absolument exceptionnelles. Et j'aime beaucoup l'idée que les militaires aient produit des œuvres d'art sans le savoir. Le travail des nouveaux réalistes, c'est aussi s'acclimater de son quotidien. Encore une fois, sortir de l'atelier, comme on l'a dit dès le début, aller à la rencontre de la rue et se servir de celle-ci, et non pas grandir dans une logique du spectaculaire, du commercial, une espèce de transparence et d'intégrité
que je trouve extrêmement remarquable, surtout dans notre contexte contemporain.